Alors je prétends pas être bon dans tout, mais s'il y a bien une chose que je maîtrise, c'est le business. En l'espace de 4 ans, j'ai réussi à développer 2 entreprises dans des secteurs totalement différents. Avec mon deuxième projet, j'ai réussi à passer de 0 à plus de 400 000 euros par mois en seulement 6 mois. Pour atteindre ce niveau, j'ai investi plus de 100 000 euros sur moi-même, que ce soit dans du coaching, du mentorat ou des formations. Dans cette vidéo, je vais vous partager ce que j'ai appris au cours de ces 4 dernières années et tout ça gratuitement. Par contre, si vous ne pouvez pas rester concentré 5 minutes sans cliquer ailleurs, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous réussirez probablement pas. Mais si vous êtes prêt à m'écouter au cours des prochaines minutes, vous allez découvrir comment avoir le bon mindset pour réussir, comment j'ai trouvé une idée de business, comment je me suis fait connaître en partant de zéro, comment j'ai vendu mes offres, comment j'ai réussi à satisfaire mes clients et comment j'ai scalé mon business à plus de 400 000 euros par mois. Vous serez transformé si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, ça ne vous coûtera rien et vous ne le regretterez pas. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous partager le mindset que j'ai adopté au cours de ces dernières années pour réussir dans le business. Selon moi, il y a 3 choses que j'ai fait et qui m'ont vraiment servi et je vais vous partager chacune d'entre elles. La première, c'est l'importance d'avoir une vision claire de l'avenir. À 18 ans, j'avais écrit pour la première fois ce que je voulais véritablement, c'est-à-dire développer un business, devenir libre financièrement. Et c'est cette vision qui m'a porté au cours de ces dernières années et qui m'a permis, à l'âge de 24 ans, de devenir millionnaire. Avoir une vision claire, ça permet de développer un trait de caractère essentiel à la réussite, c'est la patience. Pourquoi est-ce que c'est essentiel d'être patient ? Parce que malheureusement, rien n'arrive rapidement et surtout au départ. Il y a un super livre qui a été écrit à ce sujet qui s'appelle L'effet cumulé et que j'ai lu dès mes débuts dans l'entrepreneuriat. Et l'idée principale de ce livre, c'est que les résultats extraordinaires ne viennent pas d'actions extraordinaires, ils viennent d'actions ordinaires qui sont répétées jour après jour avec régularité sur des années et des années. Ce sont nos choix, nos comportements et nos habitudes qui, cumulés sur le long terme, avec suffisamment de temps, créent des différences radicales. Que ce soit sur nos revenus, notre santé, nos relations, notre bonheur et même notre succès. Et enfin, avoir une vision claire, c'est essentiel parce que malheureusement, lorsqu'on essaie d'atteindre un objectif, les obstacles sont inévitables et la seule chose qui nous permet de passer par-dessus, c'est d'avoir une vision claire de ce qu'on désire. Par exemple, quelques mois après le lancement de mon business, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai commencé à avoir des épisodes d'insomnie la nuit, je ne dormais plus et je faisais de la boulimie. Sûrement à cause du stress généré par ma nouvelle activité. Et ce qui était difficile, c'est que je voyais pas le bout du tunnel. Je savais pas combien de temps j'allais rester dans cette situation à trop manger, puis à aller me faire vomir, puis à ne pas dormir la nuit. C'était ça le plus dur. C'était que je savais pas combien de temps ça allait durer. Et la seule chose qui m'a permis de ne pas abandonner durant cette période difficile, ça a été le fait d'avoir ma vision clairement établie et de savoir que tôt ou tard, mes efforts finiraient par payer. Et j'ai bien fait d'avoir cette conviction puisque quelques années après, j'ai réussi à atteindre la plupart de ces objectifs. Le deuxième pilier essentiel qui m'a permis de réussir, c'est le fait d'avoir ce qu'on appelle un growth mindset. Ça, c'est une vidéo de moi en 2021, quelques mois après le lancement de mon business, qui essaye de vendre une offre à plus de 1000 euros à un de mes futurs clients. Et ce qui fait que j'ai réussi à lui vendre cette offre, c'est pas que je suis naturellement doué pour vendre ou c'est pas parce que j'avais de l'expérience antérieure en vente, j'avais jamais fait ça. C'est uniquement parce que j'avais le bon état d'esprit pour approcher cette nouvelle compétence. C'est-à-dire que quand je me suis lancé, au départ, je ne cherchais pas à closer mes clients. Je ne cherchais pas le résultat. Je cherchais à d'abord moi m'améliorer. Je savais que pour m'améliorer, il fallait que je pratique un maximum. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à prendre des appels avec des jeunes de 14 ans, de 15 ans, qui, je savais, n'allaient jamais pouvoir acheter mon offre. Mais l'essentiel, c'était pas qu'ils achètent ou qu'ils n'achètent pas. L'essentiel, c'était que je puisse pratiquer mon script, que je puisse m'entraîner, que je puisse trouver les patterns psychologiques qui font que les gens passent à l'action, qui font qu'ils sont emballés par ce que je propose ou pas. Je savais très tôt, dès que je me suis lancé, que les compétences que je développerais seraient le reflet des résultats que j'obtiendrais. Et que la seule chose sur laquelle j'avais un véritable contrôle, ce n'était pas le résultat, mais c'était mes compétences. Et donc, toutes mes journées, elles étaient axées sur de la pratique, de l'entraînement, pour pouvoir monter en compétences le plus rapidement possible afin de mériter ce résultat. Et avoir cet état d'esprit, ça demande d'avoir du recul et ça demande de ne pas voir l'échec comme une fin en soi, mais comme un processus nécessaire par lequel il faut passer pour s'améliorer. Parce que l'échec, au final, c'est juste un autre moyen de recevoir du feedback. Et l'apprentissage, c'est notre faculté à modifier notre comportement face à une situation donnée. C'est d'ailleurs le problème des perfectionnistes. Comme ils ne veulent jamais
faire face à l'échec, comme ils ont toujours peur de se tromper, ils ne peuvent pas recevoir le feedback nécessaire qui leur permettrait d'ajuster leur trajectoire et de se rapprocher de leur objectif. Au lieu de ça, ils préfèrent protéger leur ego et ne jamais faire d'erreur. Donc que ce soit pour apprendre une nouvelle compétence ou lancer votre business, c'est essentiel de démarrer par de l'action. Peu importe que ce soit imparfait, peu importe que ce que vous faites ne fonctionne pas. Ce qui est essentiel, c'est que vous puissiez échouer le plus tôt possible pour pouvoir avoir le feedback nécessaire qui vous permettra de faire les ajustements, les changements qui vous permettront au fur et à mesure de progresser et d'ajuster vos prochaines actions. Et enfin, avoir le bon mindset, c'est reconnaître que la chance a son importance pour réussir, peu importe ce qu'on entreprend dans la vie. Et je vous mets au défi de me trouver une personne qui a eu un succès supérieur à la moyenne et qui ne reconnaît pas l'importance de la chance dans son parcours. La chance, c'est hyper sous-coté. Il y a un dicton en anglais qui dit « The harder you work, the luckier you get ». C'est vrai, mais pas totalement. Sinon, toutes les infirmières de notre pays seraient millionnaires. Tout comme tous les workers de Dubaï le seraient aussi. Parce que c'est deux métiers dans lesquels on travaille sans compter ses heures. Et pourtant, on sait tous que ce ne sont pas les métiers les mieux rémunérés. Alors selon moi, la vraie formule de la chance, c'est le hard work multiplié par notre faculté à prendre des risques qui aboutit sur la chance qu'on obtient. Il y a toujours un rapport entre les risques qu'on prend et les rewards qu'on peut avoir, que ce soit en matière d'investissement ou même dans la vie en général. Si l'on ne prend pas de risques, on ne peut pas sortir de la norme et obtenir des résultats hors norme. Le seul moyen de se détacher de la norme, selon moi, c'est de travailler plus dur que les autres et de prendre plus de risques que les autres. Et c'est comme ça que la chance finit par arriver. Par exemple, avant de me lancer dans le business, mon rêve, c'était de devenir pilote de chasse. J'ai passé les concours pour rentrer dans l'armée de l'air, j'ai été reçu et j'ai pris le risque de refuser mon intégration dans l'armée de l'air pour me concentrer à 100% sur mon business. Je commençais à avoir les tout premiers résultats. Évidemment, j'étais pas une tête brûlée. J'ai pas dit non à tout et sans me retourner, mais je savais que la voie de l'armée, ce serait la sécurité. Que sur 10 ans, mon chemin de vie serait plus ou moins tout tracé. Mais j'ai quand même choisi de prendre ce risque d'entreprendre. Ensuite, quelques mois après que mon business ait dépassé la barre des 10 000 euros par mois, j'ai décidé de m'expatrier seul à Dubaï. J'avais 21 ans, je connaissais personne dans la ville. Mais je savais que c'était la meilleure chose à faire, que ce serait un risque certes, mais peut-être que ça finirait par payer avec un peu de chance. Un autre risque que j'ai pris, c'est en arrivant à Dubaï, je ne me suis pas contenté de me concentrer uniquement sur mon business, j'ai aussi essayé d'être ouvert au maximum pour rencontrer des gens, networker et surtout apporter un maximum de valeur, et ça de manière totalement gratuite. C'est pour ça que pendant plusieurs mois, j'ai coaché Yomi parce que je savais qu'il avait des objectifs à la salle de sport. Moi, j'avais personnellement déjà eu une bonne évolution et donc je l'ai coaché pendant 3 mois totalement gratuitement pour lui apporter un maximum de valeur. J'attendais rien en retour, pour être très honnête, mais il s'est avéré qu'il m'a proposé de rejoindre le podcast sans permission quelques mois plus tard et ça m'a forcément permis d'accélérer mon exposition. Donc même si de l'extérieur, on pourrait croire que c'est uniquement de la chance, eh bien il y a quand même une notion de risque et de travail qui est cachée derrière. On n'a jamais rien sans rien. Alors ce que je vous encourage à faire, si vous avez moins de 35 ans, c'est de prendre un maximum de risques. Parce qu'il suffit de réussir une seule fois dans sa vie, qu'il y ait un seul de tous ces risques qui paye pour que votre vie change à tout jamais. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils ont peur de prendre des risques parce qu'ils ont peur d'échouer et des conséquences que ça peut avoir. Si vous vous plantez avant 35 ans, la pire chose qui puisse vous arriver concrètement, c'est de repartir au niveau auquel vous étiez. Et si vous partez du niveau 0, eh bien, je peux vous dire que vous êtes extrêmement dangereux parce que vous n'avez absolument rien à perdre et tout à gagner. Si aujourd'hui, je venais à tout perdre, je sais que je me retrouverai exactement dans la situation dans laquelle j'étais il y a 4 ans. C'est-à-dire chez ma mère, en train d'essayer de lancer un business. Donc voilà, selon moi, le bon mindset à adopter pour pouvoir réussir dans le business. Déjà, avoir une vision claire de ce qu'on veut, avoir un gros mindset pour faire face aux échecs et persévérer, et enfin, avoir de la chance en combinant le fait de travailler dur et le fait de prendre des risques. Maintenant, je vais vous partager comment est-ce que j'ai réussi à trouver mon idée de business lorsque je me suis lancé. Pour trouver une idée de business, c'est essentiel de comprendre une notion fondamentale, celle de la demande. Pour preuve, en 2001, un entrepreneur avait essayé de lancer ce produit qu'on appelle le Segway et qui a été un flop total. Pourtant, il avait fait la promo dans les médias, il était sûr de son coup, il allait révolutionner le transport, mais à la sortie du produit,
il n'y avait personne, il n'y avait pas les longues files d'attente attendues dans les magasins, et donc la boîte a fait faillite. L'erreur qu'a fait Dean Kamen, c'est qu'il ne s'est pas assuré qu'il y avait une véritable demande pour le produit qu'il souhaitait commercialiser. A contrario, en 2020, on s'en souvient tous, le papier toilette, cet objet banal du quotidien, était en rupture de stock dans de nombreux magasins à l'échelle nationale. Pourquoi ? Parce que la demande était tout simplement trop forte et de nombreuses personnes ont revendu du papier toilette avec de gros profits. Ce que je vais vous expliquer par l'intermédiaire de ces deux exemples, c'est que entreprendre, c'est un petit peu comme surfer une vague. La vague, c'est le marché dans lequel on choisit d'aller. Le surfeur, c'est l'entrepreneur et la planche, c'est le produit ou service qu'il va commercialiser. Peu importe à quel point la planche du surfeur est parfaite ou même les compétences du surfeur, si il n'y a pas de vague, il ne se passera rien. En business, c'est la même chose. Il faut réussir à surfer sur les vagues de demande en identifiant les problématiques des autres. Et c'est pour ça que lorsque j'ai choisi de changer de niche avec mon business, je me suis d'abord assuré qu'il y avait de la demande pour ce que je pouvais proposer. Pour ça, j'ai envoyé des messages, j'ai passé des appels, j'ai créé des posts sur les réseaux sociaux pour voir si éventuellement il y avait des gens qui seraient intéressés par ce que j'ai à leur proposer. Il s'est avéré que 5 personnes étaient particulièrement intéressées et donc je les ai suivis pendant plusieurs mois pour voir si concrètement je pouvais les aider à atteindre la promesse que j'avais et à résoudre leurs problèmes. Il s'est avéré que ça a été un succès, mes clients étaient ravis et donc j'ai choisi d'en faire un business. Lorsqu'on se lance, c'est important de voir chaque idée de business qu'on peut avoir comme une expérience. Comme une expérience qu'on pouvait faire au collège en physique-chimie, voir en mélangeant telle ou telle chose que ça donnait comme résultat. Et bien le business, c'est un petit peu pareil. Il ne faut pas être trop attaché à ces idées parce qu'elles viennent de nous et la seule chose qui nous permettra d'avoir un business viable sur le long terme, c'est si les gens veulent vraiment de cette idée. Et pour ça, il vaut mieux parler à des gens, les contacter, leur poser des questions, plutôt que de réfléchir dans son coin et de brainstormer, parce que les idées qui vous font plaisir, ce ne seront pas toujours celles qui marcheront sur le long terme. Ce qui est essentiel, c'est de parler avec son marché pour s'assurer qu'il y a de la demande pour ce qu'on propose. Alors j'ai construit un framework en 4 étapes pour vous permettre de valider le marché que vous souhaitez cibler. C'est le modèle marque. Donc le premier point qu'il faut vérifier, c'est qu'il y ait un malaise dans le marché que vous ciblez. C'est-à-dire un problème ou une frustration que vos futurs clients ont. Pour trouver un problème, vous pouvez regarder les 3 gros marchés qui existent, celui de l'argent, celui des relations et celui de la santé. Dans chacun de ces marchés va se trouver plein de niches et la plupart des business qu'on connaît se trouvent forcément dans l'un de ces 3 gros marchés. Pourquoi ? Parce qu'ils touchent à des problèmes fondamentaux que nous avons. Lorsque on manque d'argent, lorsque nos relations ne se portent pas bien ou lorsque notre santé nous fait défaut, on va rechercher des solutions à ces problèmes et c'est en y trouvant des solutions qu'on apporte de la valeur et donc qu'on peut se faire rémunérer. Le deuxième point à vérifier, c'est l'accès. Il faut que vous puissiez avoir l'attention de votre client idéal. Parce que même avec le meilleur produit ou service, si vous ne savez pas comment le montrer aux bonnes personnes, il vous sera impossible de faire de l'argent. Par exemple, quand j'ai lancé mon business de coaching sportif en ligne en 2021, je savais que mon marché cible était sur Instagram. Donc c'est là que j'ai commencé à créer du contenu et à construire mon audience. Le troisième point, c'est le revenu. Il faut que vos clients potentiels aient les moyens de s'offrir ce que vous leur vendez. Alors par rapport aux revenus, on a souvent des croyances limitantes. Il ne s'agit pas de vendre nos produits à des gens qui gagnent uniquement plus de 10 000 € par mois. Par exemple, quand je me suis lancé, ma cible, c'était essentiellement des jeunes entre 18 et 23 ans. Et on pourrait croire que cette tranche de la population n'a pas des revenus suffisants pour pouvoir s'offrir un programme à plus de 1 000 €. Même moi, je le croyais au départ et c'était faux. Donc c'est important de faire attention aux croyances limitantes qu'on peut avoir et qui nous empêcheraient potentiellement de réussir. Enfin, le dernier point, c'est celui de la croissance. Il faut que votre marché que vous ciblez soit en croissance continue parce que ça veut dire qu'il y a tout simplement plus de demandes que d'offres qui est disponible et donc qu'il y a de la place, des parts de marché à aller chercher. Par exemple, le marché mondial de l'e-learning connaît une forte croissance. Donc l'e-learning, si vous ne savez pas ce que c'est le fait d'apprendre des choses en ligne. De plus en plus de gens cherchent à se former en ligne. Donc c'est un marché qui croît. Donc il y a des opportunités pour des gens qui souhaitent monétiser une compétence qu'ils ont sous la forme d'une formation ou de coaching en ligne. Et c'est pour ça qu'en 2023,
il y a 1 an maintenant, j'ai décidé de pivoter mon business, de créer cette nouvelle offre dans laquelle j'allais enseigner à mes futurs clients comment ils peuvent monétiser une compétence qu'ils ont déjà, comme moi, je l'avais fait avec le fitness quelques années plus tôt. Maintenant, on va voir ensemble comment est-ce que je me suis fait connaître en partant de zéro. Alors, il faut savoir que lors de mon lancement, j'avais 2 activités au quotidien sur lesquelles je me concentrais. C'était d'abord le fait de créer du contenu. Ça, je le faisais sur 2 plateformes essentiellement, TikTok et Instagram. Et assez simplement, je donnais des conseils d'entraînement, de ce que je faisais, de ce qui avait bien marché pour moi, comme là par exemple cet exercice. Ensuite, ce que je faisais, c'est que tous les matins sans exception, j'envoyais 30 à 60 messages privés sur Instagram dans des audiences de concurrents pour pouvoir attirer l'attention de mon client idéal. Par exemple, je savais que les gens qui suivaient Thibaut InShape avaient forcément un intérêt de proche ou de loin pour le fait de faire du sport, d'être en forme. Et donc j'allais dans l'audience de ces influenceurs pour entamer des conversations avec leurs followers, afin qu'ils puissent voir mon contenu, s'abonner en retour et que je puisse construire petit à petit une relation de confiance. Et c'est en combinant ces 2 piliers, la création de contenu et la prospection, que petit à petit, j'ai commencé à construire une audience de plus en plus qualifiée et de plus en plus susceptible d'acheter mes services. Si vous souhaitez vous lancer en parallèle de votre travail, vous pouvez suivre ce petit emploi du temps que je vous ai confectionné. Alors, l'idée, c'est de se lever un petit peu plus tôt le matin et de se coucher un petit peu plus tôt le soir, de manière à avoir du temps pour soi. Généralement, les heures du soir sont des heures perdues puisqu'on va se distraire, regarder la télé, regarder des vidéos, regarder Netflix. Et donc, c'est dommage de ne pas les mettre à profit pour travailler sur un projet qui nous tient à cœur, comme le fait de lancer son business. Donc ce que je vous recommande, c'est de vous lever autour de 5 heures du matin et d'avoir une petite routine de 15 minutes et directement de vous mettre au travail sur la construction de vos contenus que vous publierez sur vos réseaux. Donc le lundi, vous allez essayer de trouver 7 idées de contenu. Le mardi, vous allez de la même heure scripter vos 7 idées de contenu. Le mercredi, vous allez pouvoir les filmer. Le jeudi, vous allez pouvoir les éditer. Et le vendredi, vous allez les planifier pour la semaine qui suit. Je vous ai rajouté un petit créneau ici le samedi, au cas où vous en ayez besoin. Directement après, vous allez commencer à initier des conversations avec des gens du coup qui sont dans des audiences concurrentes, ça pendant 1 heure environ. Ensuite, vous allez avoir votre journée au travail normale de 8h à 18h. Entre midi et 2, je vous propose de continuer les conversations qui ont été initiées le matin et de prendre vos appels de closing le soir. C'est en suivant cette routine toute simple que dès le lancement de votre business, vous pouvez avoir de la traction. Ce qui est important, c'est vraiment d'être constant, de vraiment poster un contenu par jour et de démarrer 30 à 60 conversations. Et avec suffisamment de temps, les résultats seront inévitables. Une fois que j'ai commencé à avoir mes premiers résultats en organique, j'ai utilisé le trafic payant avec des publicités extrêmement simples qui redirigeaient vers mes messages privés Instagram. Donc c'était un truc du style, je recherche 5 personnes qui souhaitent être au top de leur forme physique, je vous aiderai à perdre le gras du ventre au cours des prochaines semaines, envoyez-moi un DM avec le mot transformation pour postuler. Et donc c'était une publicité qui redirigeait dans mes DM, j'avais une conversation avec les prospects qui étaient intéressés et je les redirigeais vers des appels. Ce qu'il y a de bien avec les publicités, c'est que le reach est garanti. On sait qu'en payant, on va toucher un certain nombre de personnes à coup sûr et au plus on investit, au plus ce nombre de personnes augmente. La seule chose, c'est que le retour sur investissement n'est pas garanti, puisqu'il faut bien savoir maîtriser cet outil. Et donc, c'est pour ça que je vous recommande de commencer par de l'organique. Il n'y a pas de risque. La seule ressource que vous allez utiliser, c'est votre temps pour créer du contenu et faire des conversations. Et une fois que vous réussissez à générer de l'argent grâce à cette méthode, alors vous pouvez en réinvestir une partie dans le paid traffic. La dernière chose dont je n'ai pas parlé et qui, pour le coup, a fait une bonne différence pour moi, c'est aussi les collaborations. Peut-être que vous connaissez le podcast Sans Permission avec Yomi et Oussama. Forcément, le fait d'avoir créé du contenu avec eux sur une longue période de temps, ça m'a permis d'avoir plus d'exposition et donc de me faire connaître plus rapidement. Alors, il faut quand même savoir que j'avais créé du contenu pendant 2 ans avec constance avant de les rencontrer. J'avais plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Donc, cette méthode marche extrêmement bien, ces 2 méthodes réunies. Et le fait d'avoir des collaborations, ça m'a permis d'accélérer encore plus. Mais ce n'est pas une obligation. J'avais déjà un business qui faisait 30 000 € par mois juste avec ces 2 choses-là. Au plus vous allez vous faire connaître, au plus le nombre de personnes qui peuvent acheter vos services va augmenter. Et donc pour réussir à faire cette transition de j'ai l'attention d'un gros groupe de personnes à j'ai beaucoup de clients, il faut réussir à détacher les gens qui ont un intérêt véritable pour ce qu'on vend
de ceux qui n'en ont aucun. Pour ça, le mieux, c'est d'apporter de la valeur gratuitement. Par exemple, sur Instagram, ce que je fais fréquemment en story, c'est que je mets en avant des produits gratuits ou des vidéos gratuites pour aider mon audience, mais les aider véritablement. Vraiment répondre à leurs problèmes de manière gratuite pour qu'ils puissent avoir confiance en moi. La pire chose, c'est d'offrir des trucs gratuits qui font perdre le temps des gens qui le consomment et qui, derrière, diminuent la confiance qu'ils pourraient avoir en vous. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets souvent des stories comme celle-ci. Gagner 10 000 € par mois n'a jamais été aussi facile. Je vous montre comment en seulement 30 minutes. Envoyez-moi 10K en DM pour y accéder. Donc là, ce que font les gens qui sont intéressés par ça, c'est qu'ils m'envoient 10K en DM. Et donc, moi, je sais que cette personne est intéressée par ce que je propose. Et donc, derrière, je peux lui apporter de la valeur et la rediriger vers un appel pour finaliser la vente. Donc l'idée, c'est qu'en 2 étapes, j'ai d'abord construit une audience par l'intermédiaire du contenu, de la prospection, du trafic payant avec les publicités, des collaborations, que dans un second temps, j'ai fait la part des choses entre les personnes qui ont un réel intérêt et celles qui s'en foutent potentiellement de mon offre en essayant d'identifier des prospects, en leur offrant des trucs gratuits. Et derrière, à partir de ces trucs gratuits, j'ai construit une relation de confiance pour leur apporter encore plus de valeur par l'intermédiaire de mes produits payants. Alors la question qui vient naturellement après avoir trouvé des gens intéressés par votre offre, c'est comment réussir à leur vendre votre offre. Alors pour ça, il y a 2 méthodes de conversion que vous pouvez utiliser. La première, c'est ce que j'appelle la méthode C4, c'est-à-dire le fait de créer du contenu sur les réseaux, avoir des conversations, rediriger ces conversations vers des appels et closer ses clients pour faire une vente. Donc juste en créant du contenu, en ayant des conversations, en passant des appels avec des gens qui ont montré un intérêt pour votre offre et en les closant au téléphone, vous pouvez réussir à avoir une méthode de conversion qui marche très très bien. Maintenant, si vous avez une plus grosse audience, et c'est un petit peu ce que j'ai eu au fur et à mesure du temps, eh bien, vous pouvez utiliser une autre méthode de conversion qui, elle, est automatique. Et l'idée, c'est de construire ce qu'on appelle un funnel de vente. Donc, un funnel de vente, il est constitué d'une page opt-in dans laquelle on récupère les infos de notre prospect, c'est-à-dire l'email, le numéro de téléphone. Derrière, à partir de ces informations, on va pouvoir les appeler pour vérifier qu'ils ont un intérêt, leur envoyer des mails en automatique et toujours les rediriger vers un appel. Et après, même chose, à partir de l'appel, on essaie de les convertir au téléphone. Alors, il y a quelques différences entre les 2 méthodes. Si vous êtes débutant, vous allez voir que la méthode C4 est plus appropriée pour vous parce que les conversions seront bien meilleures. Imaginons que vous construisiez une audience après avoir créé du contenu pendant plusieurs semaines et que vous envoyez, on va dire, 30 messages par jour. Vous avez un taux de réponse à ces messages, des gens qui vous suivent, d'environ 25%. Donc, une personne sur 4 vous répond. Sur ces personnes qui vous ont répondu, il y en a 1 sur 5, donc 20%, qui a marqué un intérêt pour prendre un appel avec vous. Donc vous envoyez un lien à 1 personne sur 5. Parmi les personnes à qui vous avez envoyé le lien, il y en a 33% qui prennent effectivement le rendez-vous. Et sur ces 33%, il y en a 25% qui se présentent à l'appel. Ce qui fait une conversion de 0,04125% du début à la fin du funnel. Ce qui veut dire que pour faire une vente, il faut initier 240 conversations. Donc ça peut se faire en 1 semaine. Et si vous avez une offre à plus de 1 000 €, si vous faites une vente par semaine à plus de 1 000 €, ça fait plus de 4 000 € de chiffre d'affaires. Maintenant, l'autre méthode, c'est la méthode de funnel en automatique. Celle-là, elle est moins appropriée pour les débutants. Elle est plus appropriée pour les personnes qui ont déjà une grosse audience et qui souhaitent la convertir de manière plus automatique. Imaginons que vous ayez 2% de taux de clic vers le lien qui redirige vers la page opt-in, 10% des gens sur cette page qui rentrent leurs informations, 10% des gens qui prennent un rendez-vous en automatique en ayant regardé par exemple une de vos vidéos et 25% de conversion toujours au téléphone. Ça fait un total de 0,005% de conversion, soit 20 000 clics pour avoir une vente. Donc c'est plus difficile quand on se lance d'obtenir 20 000 clics, surtout si personne ne nous connaît et qu'on n'a pas de trafic, que de démarrer 240 conversations. Ça, c'est complètement en notre contrôle. Donc, je vous recommande d'abord d'utiliser cette méthode, contenu, conversation, calls, closing, puis de bifurquer sur la construction d'un funnel une fois que vous avez une audience pour ne pas vous disperser.
Alors tout ça c'est très bien, ça nous permet de convertir vers nos appels de vente, mais une fois qu'on a les gens au téléphone, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ce que j'ai toujours fait et ce qui a toujours très bien marché, c'est le fait d'adopter la posture d'un médecin. C'est-à-dire que au lieu de chercher à vendre à tout prix mon produit, au lieu d'avoir la posture d'un vendeur, et on est souvent très cramé lorsqu'on a la posture d'un vendeur, eh bien, j'essaie plutôt de diagnostiquer la personne qui est en face de moi en lui posant des questions et en faisant preuve d'écoute active. Il y a 6 étapes que j'utilise en général pour closer. D'abord, je me présente et je laisse la personne en face se présenter. Puis, je collecte des informations. Alors, la collecte d'informations, elle est très importante. C'est là, dans cette phase, où je joue mon rôle de docteur à plein cœur et je vais chercher les problématiques de la personne. Qu'est-ce qui fait qu'elle est avec moi au téléphone? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas bien? Ses objectifs et le gap qui est entre les deux. Autrement dit, qu'est-ce qui lui manque pour passer des problèmes qu'elle a actuellement à l'objectif qu'elle souhaite atteindre. Par exemple, aujourd'hui, je suis malheureux parce que je trouve que j'ai plus 10 kilos en trop et je serai heureux le jour où j'aurai perdu mes 10 kilos. Qu'est-ce qui me manque pour y arriver? Je ne sais pas comment m'entraîner, je ne sais pas comment manger et je n'ai pas la motivation nécessaire. Donc moi, en tant que docteur, je lui pose des questions, je prends des notes et j'essaie véritablement de comprendre là où elle est, là où elle souhaite aller pour pouvoir, dans un troisième temps, faire une transition et lui pitcher mon offre. L'idée, c'est qu'il y ait une vraie corrélation entre la partie 2 et la partie 4. Que chaque problème, que chaque objectif et que chaque gap qui l'empêche d'avancer se retrouve dans le pitch de l'offre irrésistible pour qu'on ait un alignement parfait entre la solution qu'on propose et les problèmes auxquels est confronté notre prospect. Une fois qu'on a pitché notre offre, vient le moment du closing où on annonce le prix. À ce moment-là, soit la personne dit oui, soit la personne dit non. Et donc, on a des objections à traiter. Elle vous dira rarement non comme ça frontalement. Ce sera plus des objections. Alors, les objections, c'est assez fascinant. Il en existe de 3 types. Et c'est un petit peu comme un oignon. Il y en a qui sont en surface, il y en a d'autres qui sont plus en profondeur. La première objection qui vient souvent, c'est liée aux circonstances. Donc les circonstances, c'est des événements hors du contrôle de notre prospect sur lesquels il va s'appuyer pour pouvoir refuser notre offre. Par exemple, j'ai pas le temps pour faire ça parce que je suis surchargé avec le boulot, ça marchera pas pour moi, etc. La deuxième couche d'objection à surmonter, c'est les influences. Une objection très commune, c'est lorsqu'on annonce notre prix, que la personne nous dise « je peux pas prendre la décision seule, je dois d'abord en parler à mon conjoint ou à ma conjointe ». Ce que je fais pour contrer cette objection, c'est que dès le début de mon appel, je l'anticipe et je demande à la personne si elle sera en capacité de se positionner à la fin de notre appel et de me donner un oui ou un non, puisqu'on mettra en place un plan d'action et l'idée d'un plan d'action, c'est de passer à l'action. En posant cette question, je m'assure qu'il n'y a pas d'autre décisionnaire que la personne que j'ai en face de moi. La couche la plus profonde d'objection, c'est tout simplement le prospect lui-même qui peut se trouver des excuses pour ne pas se lancer. Il peut dire des trucs du style « je suis pas sûr que c'est fait pour moi », je dois encore prendre le temps de réfléchir ou j'aime pas prendre des décisions rapidement. Dans ces cas-là, ça traduit souvent un manque de confiance, soit en la solution qu'on propose, soit en sa capacité à réussir malgré la solution qu'on lui a proposée. Donc c'est hyper important de se mettre de son côté, de faire preuve de compréhension, de ne surtout pas rentrer en conflit, parce qu'à partir du moment où on rentre en conflit, on perd la vente, on perd la confiance. Et de lui apporter des preuves tangibles de la valeur qu'on va lui apporter, des résultats qu'on a pu apporter à des personnes comme lui, pour qu'il puisse se sentir en sécurité et à l'aise avec sa décision. Pour réussir à satisfaire mes clients, je m'appuie sur une méthode en 3 piliers, la méthode PCR, pour personnaliser. Les gens veulent souvent quelque chose qui leur est propre. Par exemple, dans le fitness, ils voulaient des programmes d'entraînement personnalisés, des programmes d'alimentation personnalisés et pas des trucs génériques. Pour personnaliser la relation avec les clients, j'utilise des coachs qui ont une relation one-one avec chacune des personnes qui rejoignent mes programmes, de manière à ce qu'ils puissent adapter les conseils au cas par cas. Ça permet également de faire un véritable suivi de la motivation et de l'engagement, et donc d'avoir de l'accountability, c'est-à-dire de devoir rendre des comptes à quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose que les gens recherchent parce que aujourd'hui, la vraie barrière à l'atteinte de nos objectifs, c'est pas tant l'information, mais c'est plus notre faculté à implémenter cette information en action concrète pour obtenir des résultats. Et donc, avoir cette personnalisation avec un coach qui à la fois va nous permettre de personnaliser les éléments du programme et de lui rendre des comptes, eh bien, ça permet de maximiser les résultats et donc la satisfaction. Le deuxième pilier, c'est la communauté. Pour ça, j'utilise ce que j'appelle des group calls, c'est-à-dire que dans mon programme,
on a du lundi au vendredi un appel de groupe sur une spécialité. Donc j'apprends à mes clients à créer du contenu, je leur apprends à vendre leurs offres par l'intermédiaire du closing. Donc pour chacune de ces compétences, j'ai un membre de mon équipe qui va faire un appel de groupe avec mes clients pour répondre à leurs problématiques. Et ça, toujours avec la notion de communauté. Ensuite, ce qui marche très bien pour augmenter la satisfaction des clients, c'est des événements en vrai. Sur des business en ligne, le problème auquel on peut faire face, c'est qu'on n'a pas de proximité avec nos clients. Et donc, les réunir 1 ou 2 fois par an, ça fait une grosse différence. Et ce qui marche bien, c'est aussi de les récompenser en public. C'est-à-dire, lorsque un de mes clients, par exemple, réalise sa première vente avec son business en ligne, eh bien, on va le mettre en avant et le féliciter aux yeux de toute la communauté pour qu'il puisse gagner en statut aux yeux des autres et que ça participe à son sentiment de satisfaction d'avoir eu ses premiers résultats. Et enfin, le dernier pilier, c'est les résultats / les progrès. Pour maximiser les résultats et progrès de mes clients, j'essaie de construire mon programme avec le moins possible d'informations, aller le plus possible à l'essentiel parce qu'il y a trop de formations en ligne selon moi qui vont dans des détails qui ne sont pas nécessaires à l'atteinte du résultat final. Et donc moi j'ai vraiment cet état d'esprit de less is more. Comment est-ce que je peux les faire passer le plus rapidement possible à l'action sans que ça leur prenne trop de temps. Pour s'assurer que les clients ont des résultats et qu'ils progressent, on met tout au long du programme en place des consultations pour faire un point sur leur évolution. Donc par exemple, quand j'avais mon business dans le fitness, c'était un point sur leur poids, sur les charges qu'ils soulèvent à la salle. On essaie vraiment de mettre en lumière les progrès qu'ils ont, encore une fois de les féliciter devant tout le groupe, et forcément ça participe à la satisfaction de nos clients. Et enfin, comment réussir à scaler son business? Alors, assez simplement, le scaling, c'est tout simplement le fait de changer d'échelle. Scale, en anglais, c'est littéralement la traduction du mot échelle. Et donc, scaler, ça veut dire passer d'une petite échelle à une plus grande échelle. Alors, la question, c'est donc comment est-ce qu'on arrive à passer d'une plus petite échelle à une plus grande échelle? Pour développer son business à une plus grande échelle, on peut s'appuyer sur 3 piliers. Il n'y a que 3 moyens de faire plus d'argent avec son business. Le premier, c'est d'augmenter ses prix. C'est le moyen le plus évident. En augmentant ses prix et en faisant le même nombre de ventes, on augmente notre chiffre d'affaires. Le deuxième, c'est de vendre à plus de personnes, c'est-à-dire garder les mêmes prix mais avoir plus de clients. Pour avoir plus de clients, j'utilise un framework en 3 étapes: améliorer, booster et créer. Améliorer, c'est savoir optimiser ce qui fonctionne déjà. Ça peut être optimiser son script de vente, optimiser ses conversions. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui déjà à petite échelle fonctionne bien pour ne pas avoir de problématiques lorsqu'on cherchera plus tard à le booster. Le booster, c'est augmenter le volume. Ça peut être augmenter le volume de conversations qu'on démarre chaque jour, ça peut être augmenter le volume de contenu qu'on fait, ça peut être augmenter l'investissement qu'on met en publicité payante. L'idée, c'est de faire plus. Parce que si on a quelque chose qui fonctionne déjà à petite échelle, il faut chercher à maximiser le volume. Et enfin, le dernier point, comme j'ai dit, c'est créer. Créer, c'est ajouter de la nouveauté. On ajoute de la nouveauté uniquement une fois qu'on a maximisé l'amélioration de ce qu'on fait déjà, qu'on l'a boosté autant que possible, alors on peut ajouter quelque chose de nouveau, comme par exemple une nouvelle offre, comme par exemple une nouvelle plateforme sur laquelle créer du contenu. Parce que le problème, c'est que si on cherche à faire dès le départ trop de choses horizontalement, c'est-à-dire créer du contenu sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, mais aussi avoir offre 1, avoir une offre 2, et on se dit qu'au plus on fait de choses, au plus on va avoir de résultats, eh bien on se trompe parce que on disperse notre focus dans plein de directions différentes. A contrario, si on se concentre sur une seule chose, qui est notre compte Instagram, qu'on essaie de créer le meilleur contenu possible, qu'on démarre des conversations chaque jour sur la plateforme, qu'on met des stories, eh bien tout notre focus, il va dans une seule direction et c'est ce qui nous permet d'obtenir des résultats beaucoup plus rapidement. Donc tout ça pour dire que la création, c'est ce qui doit venir en dernier. C'est souvent une erreur que les débutants font. Il ne faut pas chercher à ajouter trop de choses trop rapidement, sinon on se disperse. Et enfin, le troisième moyen qu'on a pour scaler notre business, c'est le fait d'augmenter la LTV, c'est-à-dire augmenter le nombre de fois où un client achète.
C'est là où on va pouvoir mettre en place des offres avec des upsells, des downsells, des cross-sells ou même de la continuité. Assez simplement, c'est répondre à de nouveaux problèmes une fois qu'on a résolu le premier pour maximiser la valeur de chacun des clients. Par exemple, dans le fitness, ce que je faisais pour maximiser la valeur à vie de chacun de mes clients, c'est qu'à l'issue des 3 mois, lorsque mes clients avaient bien progressé, et même pendant les 3 mois, dès que j'avais un client qui progressait bien, je le projetais sur du plus long terme. Et je lui expliquais que c'était bien ce qu'il avait déjà accompli, que c'était très bien de progresser, d'avoir des résultats, mais que le plus important, c'est de réussir à tenir ça sur le long terme. Et donc, ça a du sens de prendre un engagement sur du plus long terme pour continuer à bénéficier de la personnalisation de ces programmes, de suivi, etc. Et donc, je l'ai basculé sur un programme à continuité sur 6 mois ou 12 mois, de manière à maximiser la valeur à vie de chacun de mes clients. Que ce soit pour augmenter vos prix, avoir plus de clients, ou même faire en sorte que vos clients achètent plus de vos produits ou services, il faut avoir 2 choses en place, de bons systèmes et une bonne équipe. Alors, un système, c'est une méthode stratégique, répétable et efficace pour résoudre un problème. Cette approche m'a permis de gagner en clarté, en efficacité et surtout de scaler beaucoup plus rapidement. Il y a 8 systèmes notamment qui m'ont permis de scaler rapidement. D'abord, un bon système de recrutement. Donc juste après, on va voir le système que j'ai mis en place pour attirer et retenir les bonnes personnes. Le deuxième système qui m'a permis de scaler, c'est des systèmes pour recueillir de la data, des données. Parce que en business, chaque décision doit s'appuyer sur des données concrètes qu'on récolte. On ne peut pas faire les choses à l'aveugle. Donc par exemple, traquer son nombre de leads, traquer son nombre de rendez-vous qualifiés, traquer son nombre de ventes, ça nous permet d'avoir de la visibilité sur là où se trouve la problématique et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour la résoudre. Le troisième système, c'est un système de planification. Autrement dit, quel est le chemin, la stratégie à suivre pour atteindre nos objectifs le plus rapidement. Le quatrième système, c'est les systèmes financiers, c'est-à-dire suivre sa trésorerie, parce que la seule chose qui pourrait faire qu'un business fait faillite, c'est qu'on soit à court de trésorerie. Le cinquième système, c'est un système marketing. Marketing notamment payant. Donc c'est mettre en place des campagnes de publicité payantes pour attirer du trafic. Le sixième, c'est un système de marketing organique. Comment trouver des idées de contenu, comment scripter ces contenus, comment filmer ces contenus, comment monter ces contenus. Tout ça, c'est des process qui créent ensemble le système qu'on a pour créer du contenu, pour notre marketing organique. Tout comme le système payant de publicité, c'est savoir quel créatif faire, c'est savoir quelles audiences cibler. C'est aussi récolter la data derrière pour prendre des bonnes décisions sur les créatives à refaire ou à ne pas refaire. Tous ces process-là, mis bout à bout, créent le système pour faire du paid ad. Le septième système essentiel pour scaler, c'est d'avoir un bon système de vente. Donc ça, comme je vous l'ai montré, c'est avoir un système qui convertit, soit par funnel, soit avec la méthode C4, et derrière, d'avoir un script de vente pour closer les appels. Et enfin, en numéro 8, un système d'onboarding pour nos clients et de livraison. Quelles étapes suivre pour aider mon client à avoir du résultat. Donc par exemple, c'est sur le call d'onboarding, on va prendre les mensurations. On va poser un questionnaire sur sa diète. Ensuite, après une semaine, on lui met en place son plan d'entraînement et son plan alimentaire. Ensuite, une semaine après, on a une consultation pour modifier, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir un vrai système du moment où le client entre dans notre programme jusqu'au moment où il obtient son résultat. Alors pour construire un système efficace, j'utilise une approche en 6 étapes. La première, c'est cartographier le système. Donc concrètement, je commence toujours par dessiner une idée d'ensemble pour avoir une vue claire. En numéro 2, je vais capturer le processus. Donc par exemple, je vais filmer avec une vidéo Loom quand je rédige mon script
pour faciliter la rédaction des scripts suivants. Pareil, lorsque je fais l'onboarding de mon client, je vais le filmer en vidéo Loom pour standardiser la procédure et avoir un système d'onboarding qui soit clair et précis. En 3, on peut créer un workflow qui serait un petit peu notre cartographie, mais version améliorée. Donc, étape 1, il se passe ça. Étape 2, il se passe ça, etc. En 4, on crée ce qu'on appelle une SOP pour Standard Operating Procedure. Donc concrètement, ça répond à la question comment exécuter chaque étape. Là, on a mis en place des étapes. La question après qui vient, c'est comment est-ce que je fais chaque étape. Donc encore une fois, on peut faire avec des vidéos Loom. Et l'idée, c'est de montrer, voilà, d'abord j'utilise cet outil, je clique là, je fais ça, etc., pour que ce soit vraiment une marche à suivre, étape par étape. En 5, je définis les responsabilités. Donc par exemple, Fred, il va prendre la responsabilité du système ads et du système contenu, par exemple. Et dans le système ads, il va avoir la SOP 1, la SOP 2 et la SOP 4 à suivre, etc. Ensuite, on a un autre membre d'équipe qui lui aussi va avoir des systèmes qui lui seront assignés avec des responsabilités pour chacun des systèmes. Ça permet de se répartir les tâches. Et enfin, en numéro 6, on teste et on améliore. Un système, c'est jamais figé. La technologie nous permet d'améliorer en continu les systèmes, notamment l'intelligence artificielle. Donc l'idée, c'est de toujours chercher à simplifier ou automatiser ce qu'on a déjà qui est mis en place. On vient de voir ensemble le premier point essentiel pour scaler, c'est-à-dire le fait d'avoir des systèmes. Les systèmes, c'est des engrenages qui, mis bout à bout, les uns après les autres, arrivent à créer cette formidable machine qui est votre business, c'est-à-dire une machine en capacité d'attirer des prospects, de vendre et derrière de livrer et de maximiser la valeur à vie de chacun de ces prospects. Pour chacune de ces étapes, il y a des actions que vous réalisez sûrement au quotidien et vous en avez peut-être pas conscience, mais c'est des systèmes qu'il faut réussir à standardiser pour derrière pouvoir les déléguer à une équipe, construire son équipe de A-player et devenir totalement libre et autonome. Pour construire une bonne équipe, il faut déjà savoir recruter. Recruter, c'est un processus en 7 étapes, avec d'abord l'établissement d'une fiche de poste. Alors, une fiche de poste, c'est un petit peu comme votre avatar client. C'est faire un brainstorming sur le rôle que vous voulez déléguer, les responsabilités et surtout le profil idéal de candidat que vous recherchez. L'expérience qu'il a, les compétences qu'il a, les soft skills, les hard skills. L'idée, c'est d'avoir une vue d'ensemble sur le candidat idéal que vous recherchez et les tâches que vous souhaitez lui déléguer. Ensuite vient le sourcing. Pour le sourcing, on peut soit faire de la chasse de tête, c'est-à-dire envoyer des messages, faire de l'outbound pour proposer l'offre d'emploi, soit en inbound, en utilisant des plateformes comme par exemple nos réseaux sociaux personnels ou même des plateformes d'emploi qui mettent en avant l'offre qu'on propose. Ensuite vient le screening. Alors le screening, l'idée c'est de faire un filtre parmi toutes les personnes qu'on a pu récolter dans notre sourcing. Il faut qu'on arrive à évaluer celles qui sont les plus pertinentes pour notre fiche de poste. Pour ça, le mieux, c'est de leur faire effectuer 3 à 5 tâches sous la forme d'exercices pour évaluer si oui ou non ils sont en capacité de répondre aux rôles et aux responsabilités qu'on souhaite leur déléguer. Une fois le travail rendu et analysé, on prend les meilleurs en interview pour approfondir, leur poser plus de questions sur leurs expériences, comment est-ce qu'ils se verraient évoluer dans le rôle, quelle est leur vision, est-ce que ça matche avec la culture qu'on essaie d'instaurer dans notre entreprise. Une fois l'interview passée, on va avoir une période d'essai qui va être de l'ordre de 2 semaines dans laquelle on va s'assurer que la personne qu'on a retenue est effectivement la bonne. Et durant ces 2 semaines, on va fixer des KPIs très clairs pour que la personne puisse travailler en fonction des indicateurs de performance clés qu'on souhaite lui déléguer. À la fin de cette période de 2 semaines vient l'onboarding et le training. Donc là, c'est une phase de formation plus approfondie. On a jugé que notre candidat va pouvoir travailler au sein de notre entreprise sur le long terme puisqu'il a fait ses preuves sur sa période d'essai. Et donc, on va le former à nos méthodes, justement à nos procédures, nos SOPs, nos systèmes, pour qu'il puisse derrière être complètement autonome. Et la dernière phase, c'est le management. Le management, il nous permet de retenir et de faire évoluer ou au contraire de sortir
les membres de notre équipe qui performent ou ne performent pas comme on le souhaite. Alors ce qui est intéressant, c'est que le recrutement, c'est un petit peu une autre forme de vente, puisque on a 5 choses à faire pour grossir un business: générer des prospects, nourrir ces prospects, vendre, délivrer et faire en sorte de leur revendre des trucs derrière ou de les retenir sur le long terme. Et bien pour recruter, c'est un petit peu les mêmes choses. On va d'abord mettre en place une fiche de poste. À partir de cette fiche de poste, on va faire du sourcing pour essayer d'avoir un maximum de personnes ici. Puis on va mettre en place un screening ici où on va leur faire des exercices pour voir qui est bon et qui ne l'est pas. À partir du screening, on va pouvoir passer les interviews. À partir des interviews, on va pouvoir faire une période d'essai, puis un onboarding, training, et on fait en sorte de les promouvoir, de les manager, de les encourager, c'est-à-dire de manager. Un business, il a une double fonction. À la fois, on recherche à attirer des clients en mettant en place un système de vente, mais on cherche aussi en parallèle à attirer des talents en ayant un bon système de recrutement. Alors la délégation, c'est un art et j'ai longtemps eu du mal à déléguer parce que je ne m'y prenais pas de la bonne manière. Déléguer, c'est un processus en 5 phases. Souvent, dans la première phase, on se retrouve obligé de déléguer parce qu'on est un petit peu débordé par le nombre de choses qu'on a à faire. Ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on délègue un petit peu n'importe comment. On essaie de se débarrasser de la responsabilité parce qu'on n'a clairement plus le temps de la faire. Ce qui se passe, c'est que le travail est mal fait. On se retrouve dans l'urgence, frustré, et on finit par reprendre la tâche soi-même en étant convaincu que personne n'est meilleur que nous et ne peut faire le travail convenablement. La réalité, c'est que la plupart du temps, la délégation n'échoue pas à cause de la personne à qui vous déléguez la tâche, mais plutôt à cause du process que vous avez utilisé pour lui déléguer. Donc la solution à ça, c'est que vous soyez en capacité, déjà dans un premier temps, de vous-même bien faire la tâche que vous souhaitez déléguer. Je vois énormément de mes clients qui cherchent à déléguer par exemple le setting de leur business dès le départ alors qu'ils ne savent eux-mêmes pas comment c'était. C'est impossible de manager quelqu'un sur une compétence qu'on n'a pas nous-mêmes déjà développée au préalable. Il faut déjà passer par cette phase et bien faire les choses. Prendre son temps, pas chercher à déléguer trop rapidement. Une fois qu'on fait bien la chose, on peut créer un système. Comme on l'a vu plus tôt, un système, c'est une méthode stratégique, répétable et efficace pour résoudre un problème. Donc l'idée, c'est qu'on documente tout simplement ce qu'on fait, qui marche bien, sous la forme de procédure pour qu'on puisse le déléguer à quelqu'un. En troisième étape, on va faire ce qu'on appelle un clear handoff. C'est-à-dire, quel est le résultat attendu. Dans la quatrième phase, on s'assure d'apporter du feedback. L'idéal, c'est que la personne à qui vous déléguez la tâche ne soit pas seule dès le départ à devoir la faire. Il faut limite que vous puissiez la faire en même temps qu'elle pour la corriger en temps réel, lui apporter du feedback afin qu'elle s'améliore et que dans un troisième temps, elle soit pleinement en capacité de le faire seul et correctement. Voilà donc les connaissances business que j'ai accumulées au cours des 4 dernières années. Si vous voulez passer au niveau supérieur et vous aussi vous lancer afin de devenir libre, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique en détail comment est-ce que je suis passé d'étudiant fauché à entrepreneur libre en l'espace de 3 mois. Donc si vous voulez faire la même chose, cliquez sur le premier lien et moi je vous dis à la prochaine.